Et donc, Sébastien Thierry, c'est à vous. Vous qui lancerez aujourd'hui les présentations pour l'agence Erasmus Plus France Éducation. À vous, monsieur Thierry. Merci. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok, parfait. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et écoutez, moi, je suis très heureux de pouvoir intervenir à ce webinaire, puisque, vous le savez sans doute, c'est une semaine un peu particulière dans la vie de ce programme, qui est une vie palpitante de manière générale, mais cette Votre micro s'est déconnecté, Sébastien. Effectivement. Alors, je ne sais pas où vous en étiez resté. Ce que je disais, donc, c'était une semaine un peu particulière, puisque c'est la semaine des Erasmus Days, hein, qui est une semaine de célébration, quelque part, de ce programme Erasmus+, de ce qu'il représente, de ce qu'il symbolise, et de la réussite qu'il marque pour l'Europe au sens large. Et on voit que la mobilisation est conséquente. Elle s'annonce a priori aussi importante que l'an dernier, où 5000 événements avaient été organisés dans plus de 80 pays en 2020. Et là, ce matin, on vient de franchir la barre des 4300 événements enregistrés. Donc, je pense qu'on aura une mobilisation à nouveau en 2021 à la hauteur de nos espoirs et encore une fois de ce que représente ce programme pour beaucoup de participants et d'acteurs d'Erasmus+. Alors, moi, je vais m'inscrire complètement, effectivement, dans la complémentarité des propos de notre présentatrice précédente, donc de Nadia Manzoni, pour présenter de façon aussi un peu plus spécifique ce qu'est ce programme et ce qu'il représente. Donc, vous l'avez compris, on est sur le lancement d'une nouvelle programmation, Erasmus+ 2021-2027, et ça a été dit, c'est un programme qui dépasse très largement le champ de l'enseignement supérieur. Je pense qu'il faut le redire parce qu'il y a encore une image qui est très ancrée d'un Erasmus auberge espagnole. Donc ça fait longtemps qu'on a dépassé ce stade-là. Et aujourd'hui, c'est un Erasmus qui va des élèves de maternelle aux étudiants, bien entendu, des apprentis aux travailleurs de jeunesse, des NEET, ceux qui sont sans emploi, sans éducation, pas dans un système d'éducation et pas en formation, et aux demandeurs d'emploi jusqu'aux doctorants et aux enseignants-chercheurs. Donc on est sur un spectre extrêmement large et ce programme donc est structuré en secteurs qui recouvrent ces différents publics cibles. Ça a été dit aussi, un budget de 28 milliards d'euros, donc dont un peu plus de 2 milliards d'euros qui proviennent des fonds de la politique extérieure de l'Union. C'est un budget qui est en augmentation très substantielle puisque c'est 80% de fonds en plus par rapport à la période précédente, 2014-2020. Alors peut-être une petite incise importante puisque les résultats de la sélection 2021 sont tombés et donc une sorte de paradoxe qui est apparu, c'est-à-dire que il y a en 2021 des surprises par rapport aux subventions qu'on pouvait s'attendre à voir plus élevées. Alors, on est sur une année qui est doublement de transition. D'abord parce qu'on est sur un nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027 et que, comme en 2014, le profil budgétaire au niveau européen fait que nous avons globalement une enveloppe Erasmus+ 2021 qui était inférieure à celle de 2020. Donc ça, c'est une réalité qu'on a déjà connue en 2014. On démarre un peu plus bas, c'est pour monter plus rapidement et plus haut ensuite. Et puis il y a le contexte évidemment sanitaire avec la pandémie de Covid qui a conduit à des arbitrages, là aussi à l'échelle européenne, où il y a eu plus d'argent sur les projets de coopération, Action Clé 2, que sur les projets de mobilité d'Action Clé 1. Alors ce à quoi je pense personne ne s'attendait, c'est une reprise vigoureuse, qu'on observe d'ailleurs aussi dans la vie économique d'une façon générale, et ce qui a conduit finalement un petit peu moins d'argent disponible sur la mobilité et une demande très forte en face a conduit à un effet ciseau. Cette situation, on devrait la voir se rétablir dès 2022, puisqu'on a une enveloppe globale au niveau du programme qui devrait considérablement augmenter, et ça ne devrait plus cesser par la suite. Donc je voulais juste mentionner effectivement 2022, comme l'a
comme l'a souligné Anne Sander, c'est aussi l'année des 35 ans du programme, et c'est l'année qui va marquer donc plus de 10 millions de participants depuis le démarrage de programme Erasmus en 1987, et 10 millions de participants, c'est aussi l'objectif qui est visé, mais à l'horizon 2027. Donc vous voyez l'effet d'accélération extrêmement fort que marque en fait cette nouvelle programmation 21-27. Je ne reviens pas sur le contexte qui a été donc parfaitement présenté par Nadia Manzoni, hein, donc ce lien très fort, cette inscription du programme Erasmus+, dans un projet politique à l'échelle européenne, l'espace européen de l'éducation, et ce lien qui doit être fait aussi avec l'espace européen de la recherche, et donc la recherche des synergies entre ces deux espaces, leurs priorités, leurs leviers. C'est en ça que l'utilisation d'Erasmus+, constitue un instrument au service des établissements d'enseignement supérieur, et c'est comme ça qu'il doit être pensé. Alors, il y a un PowerPoint, je ne sais pas s'il s'affiche ou si vous pouvez l'afficher, puisqu'il y a quelques diapos qui permettent d'illustrer, merci beaucoup, qui permettent d'illustrer mes propos désormais. Donc, moi, je voulais revenir un petit peu, si vous le voulez bien, sur l'instrument en tant que tel, donc sur les leviers. Donc, Nadia Manzoni les a présentés de façon synthétique, et je vais essayer de revenir un peu dessus sans trop m'appesantir non plus, puisque ça va être l'objet, notamment pour l'action clé 2, de vos travaux aujourd'hui. Le programme, continuité donc d'Erasmus+, 21-27, vous pouvez passer à la diapo suivante, le programme continue d'être structuré en 3 actions clés. On ne présente pas ici l'action clé 3, mais je vais revenir sur l'action clé 1, l'action clé 2, et puis les actions Jean Monnet. L'action clé 1, il y a dans cette action clé 1, donc qui est l'action qui répond à la mobilité des personnes, de nouvelles opportunités. Ça concerne d'abord un spectre plus large au niveau des étudiants, puisque nous avons les doctorants qui sont désormais éligibles pour bénéficier d'une mobilité Erasmus+. Ça a été aussi présenté, la mobilité hybride est une vraie innovation. La mobilité hybride permet une combinaison d'une mobilité physique courte, qui peut être de 5 à 30 jours, avec une composante virtuelle. Et il y a également une autre possibilité qui existait dans un programme antérieur il y a longtemps, qui a été réintroduit, ce sont les programmes intensifs hybrides qui se conçoivent sous la forme d'un petit projet avec 15 participants minimum, là aussi une présence en mobilité physique de 5 à 30 jours et qui doit réunir 3 établissements au minimum. Et puis il faut mentionner aussi parmi les innovations l'alignement des durées minimum. Il est désormais possible de partir sur une mobilité d'études comme sur une mobilité de stage pour une durée minimum de 2 mois. Donc, en dehors des possibilités de mobilité hybride qui, vous l'avez compris, autorisent des mobilités plus courtes. Donc ça, ce sont des possibilités qui permettent, en tout cas c'est l'objectif, d'élargir les publics cibles et notamment donc les étudiants qui, pour certains, pouvaient trouver que partir avec Erasmus au moins 3 mois constituait déjà peut-être un effort trop important, qu'il y avait trop d'enjeux. On ouvre ce programme à travers des formats de mobilité plus souples et plus flexibles. Pour les enseignants et personnels administratifs, les durées de mobilité sont toujours de 2 jours à 2 mois et ils ont la possibilité de se former, d'enseigner. Il y a aussi la possibilité, en mobilité entrante, d'accueillir des personnels venant d'entreprises. Au niveau de la mobilité, je voudrais aussi souligner l'introduction de compléments financiers. Alors un complément financier dit inclusion, qui vise là aussi à encourager la participation des étudiants avec moins d'opportunités. Pour la France, c'est notamment les boursiers sur critères sociaux, échelons 5, 6 et 7, qui sont actuellement un peu moins représentés par rapport à leur poids dans la population des étudiants. Donc on souhaite qu'ils puissent davantage bénéficier de ce programme parce que, on l'a dit, ce sont des opportunités ensuite en termes de trajectoire professionnelle notamment. Et puis un autre complément financier qui est
dédié aux moyens de transport dits éco-responsables, c'est-à-dire le train, le bus ou le covoiturage, là aussi, vous l'avez compris, pour contribuer à l'objectif européen d'un continent qui soit plus durable. Alors, sur la mobilité, quelques éléments sur la région Grand Est. Pour les étudiants, la région Grand Est se situe tout à fait dans la moyenne nationale, donc une bonne dynamique au niveau de la mobilité sortante aussi bien qu'entrante. Sur les personnels, qu'ils soient enseignants, administratifs et techniques, la région Grand Est peut-être peut accentuer davantage ses efforts en matière de mobilité, un petit peu en dessous de la moyenne nationale. Voilà, vous retrouvez ces chiffres, je ne rentre pas dans le détail, mais ces chiffres sont détaillés dans l'Atlas territorial de la mobilité européenne et internationale, qui est une publication qui remonte à octobre dernier, publication commune que nous avons faite avec Région de France et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Alors, je passe à l'action clé 2, qui va être un peu au centre de vos travaux aujourd'hui. L'action clé 2, donc les différentes actions possibles ont été citées par Nadia Manzoni. Donc vous avez effectivement cette gradation avec les projets en soutien à la coopération, les projets en faveur de l'innovation, puis les partenariats pour l'excellence. Derrière, c'est cette nouvelle taxonomie, on peut dire, cette nouvelle nomenclature et des dénominations qui sont pour certaines revues, on retrouve pour la plupart des actions que l'on connaît déjà et qui existaient dans l'ancien programme. Pour ceux qui connaissent, il y a une procédure d'accès à ces projets, une procédure de candidature décentralisée, donc ce sont des candidatures qui sont soumises à l'Agence nationale, et puis pour la plupart de ces actions clés 2, c'est une procédure qui est centralisée, donc avec un dépôt de candidature auprès de l'agence exécutive à Bruxelles. Les partenariats de coopération. Donc, ce sont cette première action qui permet une première entrée, on va dire, dans le programme pour les établissements d'enseignement supérieur, permet d'acquérir une expérience en matière de coopération internationale, de renforcer les capacités avec quand même une exigence de résultats innovants et de haute qualité. Ce que l'on peut dire par rapport à ça, c'est qu'il y a une simplification qui va être introduite à partir de l'an prochain et qui est considérable puisqu'on va basculer sur un mode de financement forfaitaire. Donc, ce qui possibilite, c'est la qualité des résultats obtenus, et c'est sur la base de ces résultats que sera évalué le projet. Sur les alliances de l'innovation, là on est sur le stade au-dessus, donc les partenariats en faveur de l'innovation avec les alliances pour l'innovation et les projets de renforcement de capacité. Alliance pour l'innovation, on est dans le lien avec le monde économique. L'idée, c'est de renforcer, stimuler l'innovation par la coopération, le flux de connaissances, et puis également une transversalité enseignement supérieur, formation professionnelle. Donc là, on est sur des projets qui comprennent de lots dans l'appel à proposition, et certains de ces lots sont très spécifiques au niveau des thématiques et des secteurs économiques visés. Les projets de renforcement de capacité sont là pour soutenir la modernisation et l'internationalisation des systèmes d'enseignement supérieur pour les pays tiers non associés. Ces projets de renforcement de capacité donc soutiennent la coopération avec le reste du monde et les systèmes d'enseignement hors Union européenne. Alors, ce que l'on peut dire par rapport à ces différents projets, c'est que globalement, au niveau national, on a une mobilisation pour les alliances pour l'innovation comme pour les partenariats de coopération qui pourrait sans doute être un peu plus dynamique. Elle reste assez mesurée et donc il y a des opportunités à saisir. Sur les projets de renforcement de capacité, en revanche, on a une bonne dynamique. Si l'on prend le cas de la région Grand Est, il y a 12 projets de renforcement des capacités dont les universités du Grand Est sont partenaires. Donc là, la dynamique est bonne et à l'égal, on va dire, de celle que l'on mesure au niveau national. Les activités Erasmus Mundus, là aussi, vous seront détaillées plus tard. On a 13 projets en Grand Est, donc là également une bonne dynamique comme au niveau national.
et puis les universités européennes, qui avaient été une initiative française à la base, qui a été reprise à l'échelle européenne, et qui ont rencontré un très grand succès, très forte implication des universités et des établissements français. Il y a un nouvel appel qui sera ouvert en 2022, à la fois pour renforcer les universités existantes et pour en développer de nouvelles. Vous avez compris à travers l'intervention précédente que l'Union européenne souhaitait également avancer sur une intégration plus poussée à travers notamment un statut peut-être européen pour les universités, la question d'une diplomation à l'échelle européenne, etc. Peut-être un mot plus particulier sur les actions Jean Monnet, parce que les actions Jean Monnet sont peut-être un volet du programme Erasmus+, un petit peu moins connu, ou en tout cas un petit peu moins connu en tant que volet du programme Erasmus+. C'était principalement ouvert pour l'enseignement supérieur, c'est désormais ouvert aux autres secteurs du programme, notamment l'enseignement scolaire, l'enseignement et la formation professionnelle. Et ça fait sens, puisque l'objectif des actions Jean Monnet, c'est de promouvoir une citoyenneté européenne active, de promouvoir les valeurs de cette citoyenneté, de promouvoir une meilleure compréhension de l'Union européenne et du fonctionnement de ses institutions. Donc on est sur les objectifs qui sont totalement raccord avec ce qu'est l'Union européenne en tant que projet politique, avec ces notions, donc encore une fois, de valeurs et de citoyenneté. Inutile de faire un dessin, dans la période dans laquelle nous sommes, on mesure tout l'intérêt et l'importance d'agir de façon positive, concrète, constructive dans ces domaines-là. Alors là aussi, on peut relever que les établissements de Grand Est sont présents sur cette action, notamment l'Université de Strasbourg ou une chaire Jean Monnet, Wine and Law, à l'Université Reims-Champagne-Ardenne. Donc c'est des champs à investir, et je répète, ça peut être aussi utile, ouvert désormais aux autres secteurs du programme. Et puis, elle ne figure pas sur la diapo ici, mais je pense qu'il faut citer les autres actions qui relèvent de l'action clé 2 du programme Erasmus+, et dans lequel les établissements d'enseignement supérieur peuvent absolument s'investir. On pense au centre d'excellence professionnelle. Donc là aussi, une action phare, un peu à l'image des universités européennes, mis en place alors avec une thématique formation professionnelle, mais qui implique l'enseignement supérieur nécessairement. On pense aux académies Erasmus+, des enseignants, qui sont cette action qui vise à mettre en réseau les instituts de formation des futurs enseignants, futurs professeurs, et qui en France sont principalement les INSPE, donc composantes des universités. Donc là aussi, une vraie priorité à l'échelle européenne, comme nationale d'ailleurs. Et puis, il faut citer également les autres projets de coopération, les partenariats de coopération qui peuvent concerner l'enseignement scolaire, qui peuvent concerner le secteur enseignement et formation professionnelle ou éducation des adultes ou encore jeunesse, et qui peuvent tout à fait inclure dans leur partenariat des établissements d'enseignement supérieur dès lors que le projet le justifie. Donc l'ensemble de ces leviers, vous voyez qu'on a une image qui est à la fois complète, peut-être un petit peu complexe, mais on est là pour vous accompagner aussi et vous permettre de vous en saisir. L'ensemble de ces leviers permettent de développer à la fois les transferts de compétences au sein de la communauté de l'enseignement supérieur en Grand Est. Et puis, l'idée, c'est évidemment qu'on puisse s'appuyer sur les écosystèmes qui maîtrisent ces leviers pour pouvoir aller encore plus loin. Alors, je finis peut-être avec la dernière diapo, assez rapidement puisque le temps s'écoule. Cette dernière diapo, donc, qui va s'afficher, je pense, autour des 4 priorités transversales pour Erasmus+. Ces 4 priorités transversales ont été citées à la fois par Anne Sander et puis par Nadia Manzoni. Ce sont les priorités qui donc ont été incluses comme autant d'engagement dans la charte Erasmus+ pour l'enseignement supérieur, et dans cette charte, il est demandé aux établissements de se positionner par rapport à ces priorités, par rapport à ces thématiques, et d'expliquer de quelle façon
ils pensent atteindre des objectifs et ils pensent contribuer à l'atteinte des finalités par rapport à ces priorités. Ce que l'on peut relever à travers ces 4 priorités, inclusion et diversité, transformation numérique et digitale, contribution à la transition écologique et citoyenneté européenne, quelque part, ça fait un peu référence, ou en tout cas, ça peut faire référence à ce quatrième angle du carré de la connaissance. On a un triangle qui est devenu un carré de la connaissance. Ce 4e angle, c'est le lien avec la société civile. Et ce lien, finalement, il se fait notamment à travers ces 4 priorités. Donc là, je pense qu'on a des sujets qui sont tout à fait importants. Inclusion et diversité, on l'a déjà abordé, j'y reviens peu. Il y a aujourd'hui des instruments qui sont inclus dans le programme pour progresser dans ce domaine-là. On souhaite, donc dans toutes les dimensions de l'inclusion et de la diversité qui sont à la fois les difficultés économiques que peuvent rencontrer des participants, qui sont aussi des sujets liés à l'éloignement géographique, qui sont des sujets liés à l'intégration des migrants, qui sont des sujets d'égalité des genres, etc. Donc ça peut prendre vraiment des formes assez variées. On souhaite que ce programme soit un programme qui agisse en faveur de l'égalité des chances, et donc soit un levier à ce titre-là. Sur la 2e priorité, la transformation numérique. Donc là aussi, Nadia Manzoni, on a cité des illustrations très concrètes. Je voudrais juste rappeler que la digitalisation d'Erasmus+ est en cours, donc c'est une des dimensions de la transformation numérique, et que demain, l'application Erasmus+ sera, pour l'étudiant en particulier, le point d'entrée principal dans le programme Erasmus+. Donc là, il y a vraiment un processus qui est en cours, qui est transformateur véritablement, et qui réclame que pour les 2 années qui viennent, donc, on investisse en termes d'efforts et de formation et d'accompagnement. Transition écologique et durable, on s'inscrit pleinement dans un objectif à l'échelle européenne, le pacte vert pour l'Europe. Dans le programme Erasmus+, ça prend principalement 2 formes. Un programme qui est plus éco-responsable, donc ça fait appel notamment aux compléments financiers pour les transports éco-responsables que je citais précédemment, mais aussi et surtout la contribution de l'enseignement supérieur, des établissements, des écoles, universités, qui ont un rôle clé dans la sensibilisation et dans l'éducation au développement durable. C'est là que ça va se jouer principalement, et à ce titre, on peut quand même se féliciter en France d'avoir une antériorité, une expertise qui est déjà constituée sur le domaine, avec un site comme ESR Responsable qui capitalise les bonnes pratiques, ou avec un référentiel comme le référentiel DD et RS. La citoyenneté active, je l'ai mentionné avec les actions Jean Monnet, on peut toujours aller plus loin à ce titre-là, c'est nécessaire. On peut par exemple se poser la question de la reconnaissance des compétences interculturelles acquises à la suite d'une mobilité pour les étudiants, comme d'ailleurs pour les personnels. Je conclus avec, donc vous l'aurez compris, et je l'espère, le mot-clé de cette introduction, d'une façon générale, qu'on aura beaucoup entendu, c'est opportunité. Ces différents instruments, ce programme constitue une opportunité au service des stratégies de vos établissements, dans une ouverture à l'international, mais également dans des projets de transformation des établissements eux-mêmes. Et je voudrais donc finir avec des remerciements pour mes collègues, l'équipe de Mathilde Bégrand, qui est présente au complet ce matin et qui va vous accompagner au cours des séquences qui suivent pour rentrer dans ce détail et vous permettre de vous saisir le mieux possible de ces différents leviers. Merci beaucoup. Merci à vous, Sébastien.